Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Dans cet épisode, nous partons pour un long voyage, un voyage qui a fait rêver pendant des millénaires, en traversant l'Europe, l'Asie, jusqu'à la Chine, sur les routes de la soie. Au cœur de l'histoire. L'initiative Ceinture et Route n'est pas un club exclusif. Le vert est la couleur de base. Nous promouvons des projets d'infrastructures vertes, des investissements verts et fournissons un financement vert pour protéger la planète. Ce que nous appelons tous notre chez nous. Tout doit être fait de manière transparente et nous devons avoir une tolérance zéro pour la corruption. Depuis 2013, le président Xi Jinping a repris l'ancienne expression des routes de la soie pour désigner les relations qu'il entend poser entre son pays, l'Asie, l'Europe et même peut-être au-delà, l'Afrique. Cette expression, les routes de la soie, est extrêmement positive. Mais d'où vient-elle? Comment s'est-elle imposée dans notre imaginaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Notre histoire commence en 1275 à Cambaluc. Cambaluc, c'est l'ancien nom de Pékin. Nous sommes devant les immenses portes qui gardent le palais de Kubilai Khan, le grand empereur de Chine. Ce dernier a exécuté coûte que coûte, année après année, le plan de conquête mis en place par son grand-père, Gengis Khan. Il avait décidé que sa dynastie mongole devait soumettre tous les peuples d'Asie à son autorité. Partout, donc, les soldats de Gengis Khan puis de ses descendants passaient, semaient la mort, mettaient le feu aux villes et aux villages, conquéraient, soumettaient. Mais pour élargir son influence, l'empereur de Chine aime aussi recevoir des étrangers pour discuter avec eux du commerce et établir de nouvelles relations. Derrière sa réputation d'homme cruel aux mœurs barbares, de conquérant sanguinaire, Kubilai Khan est très curieux des autres cultures. Or, ce jour de 1275, les visiteurs qu'il reçoit ne ressemblent pas à ceux qu'il a l'habitude d'accueillir. Ce sont des marchands vénitiens qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer quelques années auparavant. Ils s'appellent Niccolo et Matteo Polo, deux frères, réputés pour leur sens du commerce, et cette fois-ci, ils ont emmené avec eux un jeune homme de 20 ans. Il a les cheveux mi-longs, un regard franc. Il s'appelle Marco, c'est le fils de Niccolo. Les trois hommes sont partis de Venise 4 ans plus tôt. Depuis leur Italie natale, ils ont parcouru un chemin semé d'embûches, bravé les attaques fréquentes de bandits, traversé des terrains hostiles, comme le désert de Taklamakan. Mais ils ont aussi vécu des instants de magie, d'émerveillement. Leur arrivée au palais de Kubilai Khan en fait partie. Car si les deux frères savaient à quoi s'attendre, pour le jeune Marco Polo, la surprise était de taille, et le moment reste gravé dans sa mémoire. Marco Polo avait été prévenu par son père. Quand il serait présenté à l'empereur, il devrait absolument baisser les yeux, en signe de respect. Mais le jeune homme, intrigué par cet ordre qu'il a du mal à comprendre, va braver l'interdiction. Lorsqu'il s'avance vers Kubilai Khan, ce dernier est assis sur son trône entouré de dizaines de gardes. Marco Polo s'avance d'abord les yeux baissés. Il regarde les pieds de l'empereur, des chaussons dorés, délicatement brodés. Puis, le jeune homme continue d'étudier le physique du souverain. Il lève peu à peu son regard. Il aperçoit la tunique en or de l'empereur, qui se dévoile et semble briller de 1000 feux. Son regard se porte ensuite sur les mains, ornées de bagues, la ceinture qui présente des dizaines de pierres précieuses. Puis, comme involontairement, il plante son regard dans les yeux de l'empereur. Pendant quelques minutes, les deux hommes vont ainsi s'observer. Kubilai Khan a des yeux noirs, brillants, les cheveux qui tombent sur ses épaules et une barbe finement taillée. Il demande à son invité de décliner son identité. « Je m'appelle Marco Polo, Votre Altesse. » La conversation se poursuit. L'empereur demande qu'on lui apporte un parchemin et devant les yeux ébahis du jeune Vénitien, Kubilai Khan dévoile une carte du monde incroyablement précise pour l'époque.
Marco Polo découvre la position des continents, africains, européens. Il observe comment le Japon est représenté. Il comprend alors qu'il vient de pénétrer sur un territoire immense, au pouvoir très puissant qui pratique le commerce jusqu'aux portes de l'Europe. Il n'avait jamais pensé à cela. Lui qui s'attendait à trouver des peuples nomades, sans doute un peu sauvages. Il découvre avec étonnement l'accueil bienveillant d'un souverain et la gentillesse d'un peuple dont l'architecture est la preuve du haut degré de civilisation. C'est dans son ouvrage « Le livre des merveilles » qu'il écrira à son retour en 1298 que Marco Polo a décrit cette arrivée en Chine et qu'il nous donne des détails sur le palais de Kubilai Khan. C'est le plus vaste palais qui soit au monde. Les murs des salles et des chambres sont tous couverts d'or et d'argent et décorés de peintures figurant des dragons, des bêtes, des oiseaux, des chevaliers, des statues et bien d'autres motifs encore. Nul ne saurait imaginer palais plus parfait, tant il est vaste et magnifique. Les poutres du toit sont vermeilles, jaunes, vertes, dorées et de bien d'autres couleurs. Vernissées avec finesse et art, elles brillent comme du cristal et le palais resplendit au loin. Solide et sûr, ce toit est construit pour l'éternité. Cette rencontre entre le jeune marchand et l'empereur va sceller une relation d'amitié et de confiance. Pendant 17 ans, Marco Polo sera un émissaire de Kubilai Khan. Ce dernier l'enverra en déplacement pour le représenter, avec les insignes du palais et une escorte militaire auprès des provinces de Hangzhou, dans le Yunnan, dans le Tibet. Le Vénitien séjourne dans ces provinces peu connues depuis l'Europe et découvre des informations précieuses pour son maître et pour le commerce en général. Il notera ainsi l'état des routes, la situation fiscale des Chinois et le rôle que l'empereur joue dans l'équilibre des pouvoirs sur ce pays-continent. Tout cela lui servira plus tard à établir ce livre dans lequel il va décrire son périple et qui va poser presque définitivement le parcours de la route de la soie qui avait été réouverte par Gengis Khan. Pour comprendre la fonction et le symbole incarné par cette voie mythique, il faut d'abord se représenter sa géographie et dire aussi qu'il existe plusieurs routes de la soie. Car ce réseau d'itinéraires est en réalité tentaculaire. Comme Marco Polo et Kubilai Khan, il faut s'asseoir devant une carte du monde et essayer de se replonger dans le temps. Imaginez la forme de gigantesques caravanes qui marchent durant plusieurs heures par jour, par des températures souvent extrêmes, le froid et la chaleur. Imaginez aussi cet univers où toutes les langues se croisent. Il y aura des marchands italiens, grecs, perses, turcs, chinois, hindous. On verra aussi sur ces routes toutes les religions, des bouddhistes, des juifs, des catholiques, des musulmans. Près de 10 000 kilomètres de voies ont servi à faire l'histoire de la route de la soie. Et disons-le, tous les marchands ne parcourent pas l'intégralité de la route. Certains ne prennent qu'une partie pour voyager à proximité et d'autres s'imposent comme des voyageurs au long cours. Imaginons un marchand français qui, quelque part au XVe siècle ou au XVIe siècle, déciderait d'effectuer ce périple. Il partirait d'abord vers le sud, passerait en Italie, arriverait à Venise. De là, il prendrait vraisemblablement un bateau jusqu'à Athènes. À Athènes, il descendrait, traverserait les Balkans vers Istanbul. Puis, après avoir longé les plateaux d'Anatolie, il passerait en Syrie, puis en Iran. Peut-être s'arrêterait-il à Téhéran. Ajmati, Umruki, pour, en Chine, arriver à Lanzhou et poursuivre, s'il le pouvait, sa route jusqu'à Pékin. Rien qu'à l'évocation de ces noms, on imagine les milliers de kilomètres de voies parcourues. On imagine les steppes d'Asie centrale, les déserts arides. On imagine aussi ces villes dont les noms nous font encore aujourd'hui rêver. Ispahan, Samarcande. La route n'était pas ouverte toute l'année.
Le trajet s'effectuait généralement de fin mai à fin octobre. Il fallait passer les montagnes avant l'hiver et évidemment les déserts avant l'été. Les pistes rejoignaient donc la Perse et l'Inde à travers les hautes montagnes de l'Asie ou par les régions de la Bactriane et du Cachemire. Il fallait traverser le désert de Gobi, le plateau tibétain. Il fallait aussi savoir avec qui voyager, car les caravanes n'étaient pas composées que de marchands. Il y avait des soldats, des mercenaires, des éclaireurs parfois, chargés de chercher les points d'eau et les itinéraires les plus sûrs. Et puis d'autres corps de métier se joignaient au groupe. Quelques religieux, des missionnaires, des musiciens ou des comédiens qui gagnaient leur vie grâce à ces trajets, et sans doute aussi déjà des joueurs professionnels. Le terme de route de la soie est l'appellation la plus utilisée, mais en réalité, elle n'est pas si ancienne que cela. Elle provient d'un géographe allemand du XIXe siècle, Ferdinand von Richthofen. C'est lui qui a désigné ce qui jusqu'alors était considéré comme une somme de trajets, pas toujours en continuité. Et s'il a posé l'attention sur la soie, c'est parce que ce tissu fascinait fortement les Européens, et cela depuis longtemps. Au fond, il faut presque raconter l'histoire de la soie pour comprendre comment s'est établie la relation entre l'Orient et l'Occident. Raconter comment, depuis l'Antiquité, la Chine est entrée en contact avec notre monde. Dans l'Empire du Milieu, l'ancienne Chine, la fabrication de la soie est tellement ancienne qu'elle apparaît sous la forme d'une légende, avec une image en particulier, celle de Shi Lingxi, l'épouse de l'empereur Wang Ti, en l'an 2640 avant notre ère. Cette femme prenait son thé à l'ombre d'un mûrier, lorsqu'un objet blanc en forme ronde tomba dans sa tasse. Intriguée, la princesse alors prend dans ses cheveux une épingle. Elle saisit cet objet et constate que c'est un petit cocon d'où s'échappent quelques fibres. Elle commence à les tisser, à les tirer et compose ainsi un fil. Avec ce fil, elle va bientôt faire un tissu. La soie vient de naître. Et c'est ainsi qu'elle aurait découvert qu'en tirant les fibres du cocon produit par une chenille, en le vidant, elle obtiendrait un fil, et puis avec ce fil, un tissu fameux, la soie. La princesse serait alors devenue la déesse de la soie. C'est elle qui aurait appris aux hommes à tisser en permettant la création d'une industrie qui allait faire de la Chine le leader mondial de la production de soie. Et pendant des siècles, la Chine prend soin de ne jamais divulguer ses secrets de fabrication. Jusqu'en 560, ils étaient confidentiels. Et c'est à cette période que le Japon puis l'Inde réussissent à découvrir le secret de fabrication de la soie et deviennent à leur tour d'importants producteurs. Les premières traces de vente du tissu remontent à l'Antiquité, au IIe siècle avant Jésus-Christ. La dynastie des Han règne alors sur la Chine et veut à tout prix se protéger des attaques des peuples nomades, les Xiongnu, qui la menacent. Pour assurer leur défense, les Han ont souhaité commercer avec d'autres peuples alentours, obtenir notamment des chevaux, et dans cette optique, ils ont commencé à tracer des routes de commerce dans les steppes en direction de l'Asie mineure et à mener des expéditions vers l'Occident jusqu'à la Grèce. Dès le IIe siècle, les Chinois ont donc ouvert une première route de la soie, puisque précisément, c'est cette soie si convoitée qu'ils veulent échanger avec leurs partenaires commerciaux. À Rome donc, dès le 1er siècle avant notre ère, il existe un mot pour désigner le peuple qui envoie la soie, ce sont les Cérès. On ne sait pas encore qu'un jour on appellera ce royaume la Chine. De Cérès vient Sericum, le mot pour désigner la soie. Au 1er siècle de notre ère, les Romains ont donc conscience qu'il existe un peuple qui fabrique ce tissu. Mais l'engouement va être encore plus fort quand, après 53 avant Jésus-Christ,
les Romains se trouvent confrontés à l'Empire parthe. Ce peuple qui vient d'Iran possède des étendards de soie. Cela va rendre encore plus populaire ce tissu et commence alors une véritable obsession, on pourrait même dire une spéculation sur la soie, dont les prix sont extrêmement élevés. Voici comment l'écrivain Sénèque disait son indignation de voir autant d'argent dépensé pour un simple tissu. 100 millions de sesterces, au calcul le plus bas, sont annuellement enlevés à notre empire par l'Inde, la Sérique et cette presqu'île arabique tant nous coûte cher le luxe et les femmes. Et bientôt, dès le 1er siècle, des intellectuels romains s'interrogent. Est-ce qu'il n'y a pas dans cet échange une perte de richesse pour Rome ? C'est notamment le cas de Pline l'Ancien, qui trouve que les Parthes, comme intermédiaires, sont particulièrement gourmands. Les Parthes comprennent rapidement les bénéfices qu'ils peuvent tirer de la soie qui transite sur leur territoire. Ils ferment soigneusement les accès pour se réserver le bénéfice des transactions commerciales. Ils affectent du même coup les marchandises traversant leur territoire d'une surtaxe qui fait de la soie, en particulier, un matériau hors de prix à son arrivée à Rome. Bientôt, les Romains, au fur et à mesure de leur expansion, vont s'approprier une grande partie des lignes de transport de la soie et réduire en partie les coûts d'échange pour ces tissus. Mais au fond, ce tissu magnifique n'est pas seulement apprécié pour son brio. Viennent de Chine aussi des motifs qui commencent progressivement à envahir l'Occident. Ces motifs nous sont décrits dans un texte chinois du XIIe siècle, le Lotus d'or, écrit par Jingping Mei. Dans ce texte, à plusieurs reprises, il donne une bonne idée de ce qui pouvait être dessiné sur la soie. Lotus d'or avait une jaquette ouatée de soie de Shandong à double rabat, ornée d'oies sauvages picorant au milieu des fleurs et des roseaux. Elle était à col droit de satin blanc, avec bordure de fleurs, se fermant par des boutons en forme d'abeille d'or sur chrysanthème. L'attractivité de ce tissu n'est donc pas seulement due à sa matière, à sa douceur, au plaisir qu'on peut avoir à le porter, mais aussi au chatoiement de ses couleurs et à la beauté de ses motifs. De quoi penser que la soie, non seulement a composé une voix pour rassembler les hommes, mais qu'elle aurait aussi cette capacité à les calmer, à les rendre sereins, à construire une sorte de territoire pacifique autour d'elle. Mais tout cela n'est qu'illusion. Car en réalité, cette même route de la soie dont nous parlons est un lieu d'affrontement radical. Un lieu où précisément, pour la possession du commerce, pour le monopole des transports et des échanges, vont se livrer des guerres d'une violence inouïe. En plein territoire de légendes et de mille et une nuits, vont arriver des affrontements sanglants. C'est le cas notamment sous le règne de Tamerlan, le grand émir d'origine mongole qui va régner sur ces terres d'Asie centrale, proche de l'actuel Ouzbékistan. En novembre 1387, Tamerlan arrive aux abords de la ville d'Ispahan en Iran. Ce Mongol, turquisé, converti à l'islam, domine l'Asie centrale depuis presque 20 ans. Il s'est transformé en véritable tyran. Il a assiégé des centaines de villes qu'il a mises à feu et à sang. Il a soumis un vaste territoire qui va de l'Inde à la Syrie, de la Perse aux frontières de la Chine. Au cours de ses campagnes militaires, secondé par ses fils nommés à la tête d'armée ou gouverneur de province, il est devenu véritablement le maître du temps. On le surnomme l'homme de fer boiteux à cause d'une blessure qu'il a eue à la jambe. Tamerlan fait frémir d'effroi tous ceux qui le croisent. En 1387, donc, l'émir est aux portes d'Ispahan. Ses armées assiègent la ville depuis plusieurs jours. Lorsque les habitants admettent finalement leur défaite, ils se rendent et Tamerlan exige qu'ils lui versent un impôt en échange de leur vie et de leurs biens. Les habitants d'Ispahan se réunissent et décident de mourir plutôt que de vivre sous l'autorité de ce chef sanguinaire. En pleine nuit, le 16 novembre 1397,
les habitants armés sortent dans les rues et tuent des centaines de soldats de Tamerlan. Ce soulèvement crée un chaos dans la ville. Quand il apprend le soulèvement, l'émir décide d'exterminer toute la population d'Ispahan. Tamerlan et ses hommes vont alors procéder à une macabre mise en scène, qui est restée dans l'histoire. Un à un, ils prennent les adversaires, les rebelles. Ils les décapitent, mais ils les positionnent de façon très particulière pour construire des pyramides de crânes. Ainsi, quelques heures après la tuerie, les habitants de la région voient s'ériger devant l'entrée de la ville des montagnes de têtes humaines, imbriquées entre elles, avec de l'argile. Ce jour-là, 40 000 personnes auraient trouvé la mort. Voilà le genre d'exaction auquel se livrent les tyrans sur la route de la soie. Mais contre toute attente, Tamerlan n'est pas uniquement entré dans les annales pour cette action sanglante. Car il était aussi amoureux des arts et des lettres. Il est notamment à l'origine de la création d'une magnifique cité, devenue l'un des points névralgiques de la route de la soie, Samarcande. Tamerlan a profité de la position géographique centrale de la ville pour y établir son fief. Et c'est ici que transitent la soie, les pierres précieuses, la porcelaine, le thé, le papier, les épices que la Chine envoie d'un bout à l'autre de l'Asie et de l'Europe depuis l'époque romaine. Le chef de guerre va donc s'appuyer sur ces incroyables richesses pour bâtir un véritable joyau d'architecture. Samarcande, ce sont des palais somptueux, des pavillons, de splendides mausolées, des jardins dignes du jardin d'Éden, tous unifiés par une couleur, turquoise. Ces bâtiments sont faits dans un décor de marbre, de jade, d'onyx. Il y a aussi les dorures. La nécropole de Shakidzinda, destinée à la famille de Tamerlan, est un kaléidoscope de faïence, de maïolique et de mosaïques. Pour montrer la puissance de l'islam, l'émir fait construire une mosquée, Bibi Kanoum. Mais une fois le bâtiment achevé, le monarque ne le trouvait pas assez imposant. Il a donc exigé de le démolir pour en reconstruire un encore plus grand. Le nouveau dôme de 32 mètres aurait été construit en à peine 15 jours. Ata Malik Juveini, un écrivain de langue persane, a écrit à l'époque que si le paradis existe en ce monde, il se trouve à Samarcande. Voici donc ce décor magnifique, aux confins de l'Ouzbékistan, où vont s'affronter pour les plus grandes richesses, des brigands, des voyageurs et des chefs de guerre. Mais on l'aura compris, sur cette route voyageaient toutes sortes de marchandises. Et à un moment, à partir du XVe siècle notamment, on commence à faire circuler les cocons qui permettront, partout en Europe, de fabriquer une soie locale et qui donc, par moments, vont dévitaliser la fameuse route de la soie. Son mythe revient en réalité au XIXe siècle. Il connaît un regain d'intérêt par des voyageurs d'abord, qui décident de circuler le long de ces voies, à travers ces empires qui commencent à se reconnaître à partir des guerres de l'opium au début du XIXe siècle. Le Suédois Sven Hedin est le premier étranger à explorer les anciennes cités et les ruines de Tamerlan, cette immense région de la région des Ouïghours, en Chine. Entre 1895 et 1899, il y mène plusieurs expéditions. Il y met au jour les premiers vestiges des cités qu'on croyait alors perdues à jamais, telles que l'ancienne ville de garnison chinoise de Lulan. Et puis, il y a ce Britannique, Aurel Steen, qui va ramener au début du XXe siècle une série de manuscrits qui datent des 9e et 10e siècles. Ils proviennent de la vallée des 1000 Bouddhas en Chine, un lieu cultuel de première importance sur la route de la soie. En France, c'est l'époque des grandes explorations universelles. C'est aussi le début, on s'en souvient, de l'ère coloniale, et la Chine intéresse toutes les grandes puissances, y compris la France. On regarde les temples d'Angkor au Cambodge,
Et puis, l'école française d'Extrême-Orient est fondée en 1898 à Hanoï, au Vietnam. C'est dans ce contexte qu'en 1906, Paul Pelliot, un linguiste et explorateur français, part à la découverte de la Chine antique. Il va pénétrer dans les 500 grottes bouddhiques près de Mogao, en Chine occidentale. C'est là, le 3 mars 1908, dans une grotte minuscule et fermée depuis plus de 9 siècles, qu'il va trouver une mine d'or, d'informations. Il va découvrir 65 000 documents manuscrits, essentiellement en chinois et en tibétain. Les plus anciens de ces textes remontent au 5e siècle et les plus récents au 9e siècle. Il y trouve également des manuscrits chrétiens, des estampages, des feuillets imprimés, de grandes peintures sur soie, sur chanvre et sur papier. Pour le jeune linguiste, c'est véritablement une découverte unique. Éclairé à la lueur d'une chandelle, il a commencé à lire quelques-uns de ces textes en chinois ancien, langue qu'il maîtrise parfaitement. Les manuscrits font état de pièces de contes, d'inventaires. Ils donnent aussi des éléments descriptifs pour le commerce. En clair, ils apportent des données entièrement nouvelles sur les échanges commerciaux entre l'Inde, l'Asie centrale et la Chine. Une partie de ces textes est aujourd'hui conservée au musée Guimet, le musée des arts asiatiques de Paris. La route de la soie s'est donc transformée en mine d'or pour les archéologues. Elle nous permet de retrouver des civilisations et des voies éteintes. C'est une culture internationale qui s'est donc développée tout au long de cette voie d'échange et de cette voie de guerre. Échanges de toutes sortes, mais qui ont permis de souder une longue civilisation entre la Chine et l'Europe, où les motifs n'ont cessé de s'échanger. Alors bien sûr, on se plaît à rêver, à l'heure où la Chine parle de rouvrir une route de la soie, à la richesse des échanges qui pourraient la caractériser dans le monde de demain. Mais ne nous y trompons pas. De même que la route de la soie d'hier était l'enjeu de conflits géopolitiques et d'une lutte pour la puissance, celle de demain n'échappera pas à la règle. Dans le contexte de la mondialisation, de la concurrence entre les grandes puissances, que sont la Chine et les États-Unis, elle va placer sous tension les peuples d'Asie comme ceux d'Europe. Espérons que cette longue ligne de relations entre l'Est et l'Ouest ne finisse pas par devenir un point de rupture entre l'Orient et l'Occident. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, Préparé par Adèle Salmon, réalisé par Thomas Caillet. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.